Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de me trouver parmi vous. Merci aux organisateurs qui m'ont invité. Bon, je vais essayer de m'y retrouver dans les boutons. J'ai reçu des crédits d'un certain nombre d'organismes en Angleterre pour des travaux de recherche dans ce domaine. J'ai oublié un de ces organismes, la Fondation de la santé pour la communication dans la famille. J'aimerais aussi, bien sûr, remercier Conrad et Michel, remercier l'équipe pour toute l'aide qu'on m'a donnée pour me préparer. Je me suis beaucoup plu à me préparer et ceci, bien sûr, parle ou enfin révèle beaucoup sur la question de l'expertise, du savoir-faire et l'idée d'avoir des collègues pour nous aider. C'est certainement très positif. J'aimerais aussi remercier mes collègues en Angleterre qui, eux aussi, m'ont aidé à examiner de façon systématique, à revoir les publications de 2009. Alors, voici la question qui nous intéresse aujourd'hui ou cet après-midi. Pour vous donner un petit aperçu, je vais mettre la chose en contexte et vous donner quelques exemples de campagnes nationales et internationales sur le sujet. Il y a sans doute des choses que vous aurez vues déjà ce matin, mais nous allons revenir quand même sur les données du sondage Ipsos. Il y a un certain nombre de travaux de recherche qui ont donc été publiés dans le domaine et ensuite on verra des conclusion. On pense que de sensibiliser, c'est simple, on diffuse de l'information, les gens lisent, se font une idée et que c'est terminé. Mais dans ce cas particulier, ce domaine particulier, c'est très difficile parce que d'avoir à penser à des maladies graves, à la mort, tout cela vient réveiller des craintes existentielles et on préfère éviter. J'aime beaucoup cette citation que Maurice Manning utilise quand il a traité de cette question en 2009. Ni le soleil ni la mort ne se regardent de façon fixe. Même moi qui travaille dans le domaine, je ne tiens pas à y réfléchir tous les jours. J'imagine que c'est la même chose pour vous. Aider de faire face aux soins palliatifs est un moyen justement d'améliorer l'expérience. Ça nous permet de mieux comprendre, de mieux d'intervenir pour aider les uns et les autres dans la collectivité. Cette diapo vient résumer ce qui est très important quand il s'agit de sensibiliser. Et vous avez déjà entendu dire que les tendances sont différentes au niveau donc de la vieillesse, de la maladie, des soins de fin de vie. Et puis, écoutez, si vous ne savez pas ce en quoi consistent les soins palliatifs, vous ne les demanderez pas. Nous avons aussi entendu dire que l'intérêt est de plus en plus intense par rapport aux liens qui existent entre les soins palliatifs, la justice sociale et le droit de la personne, même jusqu'au niveau de l'OMS. Alors, est-ce qu'on peut vraiment intégrer le tout au niveau donc des soins palliatifs? Alors, il faut éduquer les gens pour qu'ils demandent ces soins palliatifs. Vous avez certainement été très ému par Jim. Les soins palliatifs supposent certains défis personnels, sociaux, et de comprendre toutes ces questions, ces enjeux est donc une question impérative. Dans cette diapo, vous avez des groupes d'intervenants pour lesquels la sensibilisation est très importante. Bien sûr, il y a le grand public, mais nous sommes bien sûr tous partie du grand public. Mais on sait qu'il y a plusieurs zones d'intersection. À l'échelle internationale, il y a eu un grand nombre de campagnes qui supposent justement des initiatives de
sensibilisation en matière de soins palliatifs. Par exemple, le cas le mieux connu, c'est celui des États-Unis, Project on Death in America. Alors, c'est l'Institut Open Society de George Soros qui est à la houlette de cette initiative. L'impact, bien sûr, sur les soins a été difficile à éliminer. En Angleterre et en Pays de Galles, dans le cadre du programme Dying Matters, existe depuis la première stratégie en Angleterre en 2008. En Australie, on a une journée de la mort. Donc, cette attention vis-à-vis de la mort, bon, écoutez, c'est un peu paradoxal avec les soins palliatifs. Et ce qui est encore plus intéressant pour nos fins, ce sont les campagnes qui ont été lancées en Irlande dans le cadre des travaux du All Ireland Institute. Il y a une semaine des soins palliatifs qui aide justement à sensibiliser aux soins palliatifs dans l'île de l'Irlande. Alors, il y a justement leur annonce ici. Si vous allez dans le site web, vous allez voir qu'il y a des messages très simples, très clairs sur les soins palliatifs. Et ça va au-delà de la simple préoccupation vis-à-vis de la mort. Moi qui viens d'Angleterre, j'hésite à vous parler du Canada, à des Canadiens, donc, mais je vais essayer quand même de vous parler. Voici les trois. On vient de voir une vidéo du Canadian Virtual Hospice. Ce n'est pas une campagne dans le sens strict du mot, mais ça a un rôle très important à jouer comme outil dans toute campagne que vous envisagez. On voit donc l'information depuis 2004. Vous avez l'information pour les cliniciens, pour le grand public, pour les familles touchées. La campagne Just Ask vise les buts de la planification des soins. Donc, c'est quelque chose qui est ouvert au grand public. Et il y a la campagne Speak Up qui fait partie donc d'une initiative plus large sur la planification des soins de l'avenir. Et c'est la coalition de la qualité de la vie, en fin de vie, qui a lancé cette campagne. Alors voilà le site web de la campagne Speak Up. On va revenir maintenant sur les données du sondage Ipsos. Vous en avez vu quelques détails ce matin. Moi, ce qui est évident, c'est que les Canadiens reflètent bien l'opinion publique partout dans le monde. Environ 50% des gens disent qu'ils connaissent l'existence des soins palliatifs, mais très peu connaissent à fond la question. Et vous voyez les divers niveaux de sensibilisation. La planification des soins, ça c'est particulièrement nouveau. Très intéressant de noter que les personnes obtiennent leur information surtout par le bouche à oreille. Et ceci, bien sûr, met en lumière l'importance des récits, des échanges dans la collectivité. C'est une leçon que j'ai apprise. L'idée d'avoir un plan de disposition anticipée, c'est quelque chose qui est bien connu, mais c'est que vous avez plus de chances d'en avoir un de ces plans si vous devez vous-même soigner quelqu'un qui est plus âgé, si vous avez un diplôme d'études supérieures, si vous avez plus de 55 ans, si vous avez un revenu plus élevé, et si vous connaissez quelqu'un qui a des soins palliatifs. Bien sûr, il y a beaucoup de questions en commun au sujet des soins à la famille. Nous n'avons pas ça au Canada. Nous n'avons pas donc de prestations pour soins de compassion. Et encore une fois, ces prestations, les gens ne les connaissent pas. Encore une fois, ça a à voir à la sensibilisation et aussi au plan de soins
anticipée. Maintenant, pour ce qui est des autres travaux de recherche, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en général, les campagnes nationales que j'ai mentionnées précédemment ne sont pas forcément l'objet d'évaluation. Et la campagne irlandaise, par contre, fait exception, d'après les travaux de recherche que j'ai faits, ont à voir avec des plans d'intervention dans certaines collectivités, mais ça vous donne quand même une idée de ce qui se passe et de ce qui pourrait être utilisé ou transféré. Et je regardais donc les travaux en fonction de 4 questions. Quelles sont les techniques qui sont efficaces pour sensibiliser et pour promouvoir l'engagement en santé en général? Ensuite, il y a la question des soins palliatifs, des plans et voir ce qui se fait pour qu'une campagne fonctionne bien. Alors, quelles sont les techniques pour améliorer la sensibilisation et promouvoir l'engagement au niveau de la santé? Ben, écoutez, il y a un certain nombre de techniques qui sont utilisées, souvent en combinaison, pour améliorer donc la sensibilisation et pour faire participer les gens, par exemple, à une meilleure alimentation. Ce qu'on peut remarquer, c'est que des courtes campagnes courtes dans le temps semblent marcher très bien pour changer le comportement des gens et influencer les bureaucrates et technocrates. Il semble bien que certaines de ces campagnes peuvent aider les gens à mieux se servir des services de santé, par exemple le dépistage. Mais le type de médias et la source apparente de l'information sont très importants. Au Canada, une évaluation des annonces télé pour la promotion de la santé auprès des personnes plus vieilles indique que les personnes plus âgées ne croient pas vraiment l'information si l'information provient de politiciens ou du gouvernement. Ils font davantage confiance aux médecins, aux personnes bien connues, des sportifs olympiques, et vous avez ici des membres de la famille royale qui font la promotion de la santé mentale, et ça a très bien marché. Il est très important d'utiliser toutes sortes de médias, la radio, les journaux, la télé et bien sûr tous les nouveaux médias. Les jeunes préfèrent les nouveaux médias, tandis que les personnes plus âgées, comme moi par exemple, nous préférons les anciens médias. C'est sûr que c'est quelque chose qui va changer au fil du temps, remarquez. Mais pour ce qui intéresse notre conférence, une étude canadienne des méthodes de libération publique où des citoyens sont réunis pour parler, pour débattre d'une question, estime que c'est un bon moyen de mieux comprendre ce que les gens pensent de questions complexes et controversées. Les médias sociaux, la santé électronique sont certainement plus importantes, mais il y a peut-être aussi des risques que nous ne comprenons pas vis-à-vis des médias sociaux. Hein, c'est, si vous voulez, le côté un peu sombre d'Internet là, qui surgit parfois. Bon, examinons la fameuse question 2. Quelles sont les techniques pour améliorer donc la sensibilisation et voir comment les gens peuvent parler à leur famille? Je vais m'arrêter ici pour vous montrer un petit diagramme qui provient donc de travaux de recherche britanniques et qui parle de la gamme, ou enfin du spectre plutôt, de la sensibilisation quant aux soins palliatifs. Les auteurs disent que vous avez d'un côté l'information, et si on a une bonne information, on aura une amélioration des soins. Ça, c'était une hypothèse raisonnable, mais on n'a pas encore de travaux concluants qui le prouvent. Ben, écoutez, les projets à long terme coûtent très cher, sont très difficiles à mener. Qu'est-ce qui aide les gens à parler de soins palliatifs avec leur famille? Ben, écoutez, il semble que les moyens les plus efficaces sont du côté empower, c'est-à-dire outiller. D'ailleurs, on l'a vu pour l'éducation des pères en soins de fin de vie. On a eu des ateliers, des formations, de la rédaction parallèle pour des personnes qui faisaient partie de l'étude pour que les gens comprennent justement et puissent exprimer leurs préoccupations
vis-à-vis des soins palliatifs. Il y a bien sûr les travaux de certains organismes caritatifs et dans le cadre du programme de soins palliatifs qui visait la mise en œuvre de notre stratégie, eh bien, on a vu quand même pas mal de choses. Mais du côté information, il y a quand même un certain nombre d'exemples de grands projets dont les impacts ont été évalués. Je vais vous parler, bien sûr, de l'évaluation irlandaise, parce que là-bas, ils ont vu que la radio rejoignait les gens en région rurale. Et ça, je pense que c'est important pour vous. Karine a parlé d'une interview radio et on n'est pas sûr du rayonnement. D'autres messages clés découlant des résultats veut dire qu'il faut profiter d'événements médias. Et au Royaume-Uni, d'ailleurs, on a vu le cas d'une lettre où on remerciait David Bowie parce que sa mort a permis une conversation entre lui, ce médecin, et une patiente pour justement la question des soins palliatifs. La troisième question que j'ai examinée, quels sont les meilleurs moyens de sensibiliser par rapport à la planification des soins anticipés? Cette planification, c'est un processus qui permet la réflexion et l'inscription d'une déclaration pour les soins de fin de vie. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites pour indiquer que ce type de planification est un moyen d'obtenir des soins palliatifs et peut réduire les traitements médicaux inutiles. Vous voulez quelque chose qui corresponde davantage à vos préférences. La participation précoce est très importante parce que les gens se préparent mieux au type de décision auquel il faut faire face quand on devient malade. On peut s'assurer que la famille aussi et que les personnes qui les soignent sont davantage sensibilisées au sujet de ce qu'ils veulent au cas où la personne deviendrait incapable de prendre des décisions. Vous avez ici un résumé donc des grands messages. L'importance donc une solution, une panacée n'est pas vraiment utile. Ça peut vouloir dire différentes choses selon les collectivités. Donc, il est très, très important de consulter, de voir quels sont les modes de participation privilégiés dans la collectivité. Il y a un examen d'intervention canadienne qui met en lumière certains groupes, les personnes plus fragiles, les personnes âgées. Un des problèmes au niveau de certains des projets, c'est qu'il manque le bateau en quelque sorte. On commence simplement quand on est malade ou quand on est plus vieux. Il y a maintenant une tendance pour impliquer et éduquer les gens plus jeunes pour qu'ils soient mieux préparés à traiter des questions dans leur famille et dans les communautés et dans leur propre vie. Et enfin, et c'est tout particulièrement le cas dans la littérature des cas, il y a des exemples de comment les communautés peuvent avoir la possibilité de traiter du sujet à un niveau plus profond que simplement au niveau des connaissances. Certains d'entre vous auront peut-être entendu parler du programme de soins Respecter les choix qui a été conçu aux États-Unis. Un élément essentiel de ce programme, sont les aspects de prise de conscience dans la communauté locale. Et il y a toutes sortes de projets dont on parle dans la documentation, que ce soit ceux qui se concentrent à aider les gens à parler de soins palliatifs ou comprendre la planification avancée, à des projets plus d'ensemble. Et Kevin a parlé de certains de ceux-ci. On parle de communautés de compassion qui cherchent à aider les communautés à prendre des soins palliatifs et ensuite développer leurs propres solutions du bas vers le haut. Et la façon de faire ça, c'est au travers de partenariats avec les agences professionnelles. Donc les communautés de compassion sont souvent perçues comme étant une alternative socialement orientée au modèle de soins palliatifs mené par la médecine. Mais j'aimerais davantage souligner que c'est un partenariat. On ne peut pas avoir de communauté de compassion sans avoir d'expertise. Si on regarde la recherche, on commence à voir pourquoi les projets communautaires fonctionnent. Et cette diapositive
résume bien ce que j'arrive à trouver quant aux mécanismes au travers desquels ces projets communautaires fonctionnent. Le capital social, ça veut simplement dire renforcer les réseaux locaux, les ressources, alors que la conscience critique, ça a été inventé dans les années 60 par un Brésilien qui parlait des méthodes d'éducation qui permettent aux gens de traduire les connaissances en connaissances plus profondes et en actions pour que ça ait une fonction libératoire. Beaucoup de communautés parlent davantage de l'importance des soins palliatifs comme étant un projet d'ensemble pour la promotion du bien-être et de la santé. Et à nouveau, Kevin en a parlé, faire la promotion des soins palliatifs, ça a été utilisé pour la première fois en Australie par le professeur Callaghan et ses collègues, et ces principes ont été repris en Grande-Bretagne par l'Agence de santé publique principale. Dans la prochaine diapositive, qui est assez chargée, je m'en excuse, ça montre comment ils ont réussi à conceptualiser cela dans leur approche aux soins de fin de vie. Ce que vous voudrez peut-être noter, c'est que la santé, ce n'est pas simplement l'absence de maladie et que la promotion de la santé pour eux implique nécessairement de l'implication communautaire et de l'éducation. Et je crois que ceci semble être un cadre théorique très précieux pour cette question. La dernière question que j'ai traitée, c'est quels sont les aspects clés d'une campagne réussie. Et j'ai eu la chance de trouver un examen de haute qualité de cette question-là, commandité par le réseau de politique européenne qui identifiait les caractéristiques clés de campagne de prise de conscience dans la santé. J'ai essayé de capturer certaines de ces informations ici. Alors, l'une des choses que font les campagnes réussies, c'est qu'elles s'alignent sur les objectifs des politiques. Et la deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils surveillent et ils évaluent les choses. Vous vous souviendrez que j'ai mentionné que certaines des campagnes qui existent n'ont pas fait cela. L'évaluation et la surveillance, c'est très important. Et une autre chose sur laquelle je porterai votre attention, c'est l'importance d'identifier des groupes cibles, car on ne peut pas toujours adapter la chose à tout le monde. Il faut toujours fixer des objectifs. Je ne me souviens plus ce que veut dire le SMART ici, mais je le lis. Ça veut dire que les approches doivent être spécifiques, mesurables, qu'on peut les obtenir. Ça doit être réaliste et fixé dans le temps. Et vous verrez le reste de l'information ici. Alors je passe maintenant aux quelques dernières diapositives et je vais essayer de vous donner un résumé du tout. Et je crois que les messages de la première ligne en réponse à la question que j'ai pu traiter sont tels que suivis. Les campagnes de prise de conscience du public sont efficaces dans les soins palliatifs et la planification avancée des soins et améliore certainement la qualité des soins, mais il manque des preuves sur ce point particulier. Et les campagnes de prise de conscience à court terme qui sont à niveau national ou de plus grand ensemble, combinées avec l'engagement communautaire, marchent, mais vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Et la planification et l'évaluation sont absolument essentielles. Et je mets une citation ici de John Dewey, « Un problème bien énoncé est un problème à moitié résolu ». Donc en gardant à l'esprit que je pense que les campagnes de prise de conscience nationale, c'est le coach, l'entraîneur, et les communautés locales, ce sont l'équipe. Voyons ce qui fait une bonne campagne. Alors la planification et l'évaluation, des courtes interventions avec des messages très simples, et je félicite les Irlandais, je vous encourage à voir leur campagne et puis la clarté. Je disais à Conrad avant de commencer à parler que l'une des forces de votre travail au Canada, c'est que vous avez de bonnes définitions pour commencer. En Angleterre, nous avons eu toutes sortes de problèmes quant à ce que cela veut dire, les soins palliatifs, et ça semble vouloir dire des choses différentes selon les gens, et ça a causé beaucoup de difficultés. La dernière chose qui est très importante sont les médias. Il faut parler à tous les groupes d'âge et parler à des communautés qui n'utilisent pas forcément Internet. Alors la radio à vos fins sera très bonne. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut
éviter de vendre une approche en particulier. Donc pour toute personne dans cette salle qui est content de pouvoir parler de la mort, par exemple, il y aura beaucoup d'autres gens qui seront très mal à l'aise d'en parler. Donc il faut essayer de ne pas vendre ou imposer une approche en particulier ou de stéréotyper les choses parce que tout le monde est différent. Alors voyons maintenant ce qui fait un bon projet communautaire, alors la planification, l'évaluation. Mais maintenant, ce que vous essayez de faire, c'est plutôt que de simplement faire prendre conscience, vous essayez d'établir du capital social en donnant aux gens les clés des soins palliatifs, cette conscience critique au travers desquelles ils peuvent entreprendre des actions pour eux-mêmes. La conscience de certains groupes, c'est très important. Et par ailleurs, ce qui transparaît très clairement, c'est l'importance d'utiliser des histoires, de faire l'usage des arts et humanités. J'ai eu le plaisir hier de me promener sur le pont Alexandrie et aller au musée de l'histoire, et j'étais frappé de voir que certains des ethnographes qui ont fait ce travail sur vos communautés autochtones, la façon de collecter les preuves, c'était simplement en s'asseyant et en parlant aux aînés de ces communautés. C'est comme ça qu'ils ont recueilli les histoires, et c'est quelque chose qu'il faut faire davantage ici. Et la dernière chose, c'est de traiter des barrières dans vos communautés locales, et elles seront différentes pour chaque domaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aime les schémas, je ne suis pas sûr d'en être moi-même, mais ici, j'ai essayé de représenter les messages clés de ma présentation. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer les différents éléments nécessaires dans une campagne qui fonctionne bien. Cela vous montre l'importance de situer les campagnes dans un cadre de santé publique, sur le lien entre et avec différentes orientations, avec les projets nationaux et communautaires. Et cela résume, je l'espère, les éléments clés à prendre en compte dans la planification et la prestation. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Seymour, for a very Merci beaucoup, Dr. Seymour, pour cette présentation très intéressante, non seulement sur les preuves que vous avez examinées, mais sur les conseils très pratiques que vous offrez ici pour la planification et d'autres aspects de campagne de prise de conscience du public. Quelques annonces avant que l'on passe à la période des questions. Tout d'abord, nous allons vous sonder durant le reste de la conférence et durant la pause. Vous verrez ces questions à l'écran. L'écran inclura des instructions très spécifiques sur comment vous pouvez participer dans ce sondage, et on vous ramènera les résultats de chacun des sondages après la pause. Alors, je vais vous laisser réfléchir à ça et vous devriez voir la première question lorsque la pause s'en viendra. Deuxième chose à mentionner avant que nous passions aux questions, c'est qu'il y aura au moins une question posée en français durant la prochaine séance. Vous avez des récepteurs d'interprétation simultanée qui sont disponibles sur vos tables et nous vous encourageons à les utiliser. Dr. Seymour, vous pouvez répondre en anglais. Et pour ceux d'entre vous qui nous suivez sur le web, vous obtiendrez bien sûr l'interprétation en anglais pour les réponses et pour la question. Et sur ce, j'aimerais passer la parole au panel pour les questions. Dawn. Merci Fred. À la suite de la tendance que nous avons établie ce matin, le groupe qui a étudié cette question va commencer avec une question. Et Ahmed, vous avez la première question. Avant que je commence à poser mes questions, je vais adopter une approche culturelle différente en mettant ma main droite sur mon cœur pour exprimer au nom de tous les membres du panel nos remerciements pour ces beaux articles, mais vous nous présentez également un chemin d'une plus grande compréhension pour ces grandes questions. Donc merci beaucoup. Notre première question est en deux parties. Les
comment est-ce que les campagnes de prise de conscience du public pourraient influencer la qualité? Nous ne sommes pas encore au clair quant à savoir comment cela va affecter la qualité. Pourriez-vous élaborer? La deuxième partie de la question, c'est... je partagerai une histoire d'un des collègues du panel dès que j'ai fini la question, mais nous savons qu'il y a un certain déséquilibre entre ce qui est perçu comme étant l'offre et la demande. Et on sait qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, de ressources humaines, de financement, mais ce déséquilibre entre l'offre et la demande, comme vous le mentionnez dans votre article, lorsqu'on fait une prise de conscience qui augmente les attentes, comment est-ce que l'on va gérer cela? Nous aimerions partager une histoire avec vous, c'est pour ça qu'on pose cette question. Je vais demander à Ghislain de partager votre histoire. Je vais parler en français, vous voudrez peut-être utiliser vos récepteurs. And if someone at the back would just hold up a hand. English is on which channel? L'anglais sur quel canal? For English, channel 2 for French. Donc, voici ma question. De l'autre côté de la rivière Outaouais, il y a un centre de soins palliatifs dans lequel je suis impliqué. L'an dernier, le centre a reçu à peu près 750 demandes pour un lit de soins palliatifs, mais n'a pu accueillir que le tiers de ce nombre, donc à peu près 500 personnes. Et tout ceci se produit au moment où on apprend de l'enquête ICOS que 50% seulement de la population au Québec est au courant des soins palliatifs. On se demande si, après une enquête réussie, après une campagne réussie d'information publique, si ce nombre ne risque pas d'exploser, donc au lieu de 500 personnes déçues ou frustrées, on en aurait peut-être 800. Donc, on se demande justement si l'offre des soins palliatifs va suivre la demande dans ces circonstances. Est-ce que des campagnes de sensibilisation du public dans d'autres pays où ces campagnes ont eu du succès, est-ce qu'on a eu des résultats semblables et quelles ont été les solutions? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Je parlerai tout d'abord de l'impact sur la qualité des soins, parce que vous avez tout à fait raison que c'est une question élusive. Et des preuves que moi j'ai eues, qui m'ont été présentées, ce n'est pas encore clair que de faire prendre conscience va nécessairement, de façon linéaire, améliorer la qualité de l'expérience du patient. Mais ce que va faire la prise de conscience, c'est permettre aux gens d'accéder aux soins palliatifs à un stade plus précoce dans leur maladie. Nous savons déjà que si vous faites prendre conscience et l'engagement avec la planification des soins palliatifs, c'est une catégorie plus limitée que les soins palliatifs. Cela mène à des soins meilleurs, ça mène à des soins meilleurs au niveau des systèmes et cela mène également à de meilleurs résultats pour les patients et les familles. Donc c'est dans ce domaine-là vraiment que les meilleures preuves existent actuellement. Mais je crois véritablement que donner aux gens la capacité de comprendre et de travailler avec ces données dans leurs propres termes leur permettra de demander des soins palliatifs plus tôt dans le cours de leur maladie. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que les gens ne sont à l'aise avec ce sujet
que plus tard dans leur maladie où ils ne sont jamais à l'aise avec ce sujet-là et donc leur expérience d'une maladie en phase finale contient une couche supplémentaire de souffrance à cause de l'inconfort de parler du sujet. Donc, tandis qu'il manque des preuves tangibles, je crois que c'est assez évident que l'on doit travailler avec cela. Pour ce qui est du déséquilibre entre l'offre et la demande et l'histoire très spécifique qui sera répétée partout dans le monde, de ce que l'on fait face aux faibles ressources qu'il y a dans les soins palliatifs spécialisés, comment peut-on rendre l'expérience de la maladie sérieuse et de la mort pour tout le monde quelque chose de plus facile, même s'ils n'acceptent pas tous aux soins palliatifs, c'est vraiment une question fondamentale. Et je crois que la réalité, c'est que dans la plupart des pays développés et dans les pays pauvres en ressources, nous n'aurons jamais assez de ressources spécialisées. Et donc il faut réfléchir aux soins palliatifs comme étant quelque chose de plus vaste que simplement la ressource du spécialiste. Il faut que ce soit une approche de soins palliatifs non seulement pour les professionnels de soins de santé ou les professionnels, mais également pour les familles. Parce que lorsque vous êtes malade, les gens qui s'occupent de vous, avant tout, c'est votre famille. Ce sont eux qui apportent les soins palliatifs. Et si l'on peut permettre aux gens de penser aux soins palliatifs et d'apporter ces soins palliatifs, on peut vraiment les aider à faire cela. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais il faut essayer. Je crois qu'il est important de comprendre que les soins palliatifs, c'est quelque chose qui circule dans le système. Ce n'est pas simplement juste une ressource spécialisée. Il a été soulevé précédemment dans nos échanges que nous vivons dans une société qui refuse l'idée de la mort. Et même si les recherches démontrent que les campagnes de sensibilisation font prendre conscience quant aux soins palliatifs et les questions de fin de vie, je me demandais si il y a de la recherche sur des campagnes, sur de telles campagnes qui changent la perception des gens, qui changent la culture, afin de permettre des campagnes de prise de conscience plus efficaces. Je me creuse la cervelle sur les détails ici. Pour revenir à cette question du refus de la mort, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, parce que lorsque l'on pense à tous les films que l'on regarde, tous les journaux, les magazines, alors les morts dans tous les cas violentes ou les morts excitantes ou sexy, entre guillemets, sont partout, constamment. C'est juste que nous n'aimons pas vraiment penser aux expériences plus banales du quotidien, à savoir de s'occuper d'une personne âgée ou faire face à la mort nous-mêmes. Nous sommes moins à l'aise face à ces choses-là. Donc je ne crois pas nécessairement que nous soyons une société qui refuse la mort. Nous vivions certainement comme si on n'allait jamais mourir, et ça fait partie de la condition humaine. Mais je crois que le changement culturel vient de ces projets communautaires dont je parlais. Et on peut tranquillement aller vers une situation où l'on peut peut-être examiner le sujet avec un peu plus de fermeté. Mais les gens feront cela à leur propre rythme et à leur façon. Je pense souvent que l'on peut parler de soins palliatifs sans toujours avoir à rappeler aux gens la mort, toujours. Par exemple, la planification des soins avancés peut être décrit comme une police d'assurance. Ça peut être décrit comme une couche supplémentaire de soutien. Et Shaw Morrison, que vous allez entendre plus tard, c'est comme ça qu'il décrit les soins palliatifs. Donc si vous choisissez bien vos mots, vous pouvez éviter ces domaines où les gens se sentent très mal à l'aise, je pense. D'autres questions du panel, Serena? Oh, pardon, Marissa.
Une autre question. Alors, parlant de planification avancée des soins, vous avez mentionné que de commencer jeune, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Je me demandais s'il y a d'autres pays ou collectivités qui ont ces échanges inscrits dans des programmes scolaires, par exemple. Alors, quand est-ce que ça commence à être trop jeune? À quel âge est-ce que c'est assez jeune? Où commencer? Et y a-t-il d'autres pays qui ont eu de tels échanges au niveau scolaire? Alors, bien sûr, je connais le mieux le paysage anglais, et c'est de ça dont je vais vous parler. Je ne peux pas prétendre que ce soit très répandu, mais ce que nous avons fait en Grande-Bretagne, en Angleterre du moins, c'est que nous avions une stratégie nationale et ensuite nous avions un programme d'application. Les deux étaient liés mais séparés. Malheureusement, on en est maintenant à un stade où, comme le reste du monde, on est en crise économique. Alors l'aspect de mise en application est un peu mort dans l'œuf, ce qui est une préoccupation. Mais ce que le bras de l'application a fait, c'est qu'il a travaillé au niveau local, parfois dans des zones assez vastes, pour déterminer comment des projets pourraient être permis qui couvriraient les objectifs de la stratégie. Et aller dans les écoles était l'une des choses qui se sont faites. Vous pourriez examiner le travail de l'hospice Saint-Christopher à Londres. Je pourrais vous mettre en contact avec les équipes sur place si cela vous intéresse et vous aide, car ils ont un programme de communication scolaire et parfois il s'agit simplement d'amener les enfants à aller à l'hospice et parler aux patients qui sont là pour la journée et peut-être faire un petit peu d'art plastique avec eux. Pas nécessairement parler de planification avancée en tant que telle, mais d'amener les enfants à être plus à l'aise face à des gens malades et au vieillissement. Et peut-être que cela ouvre la porte pour pouvoir parler de comment ça serait pour vous plus tard dans votre vie. Bien, alors nous avions Serena. Merci de votre présentation aujourd'hui. Je pense à l'action, à la réflexion, et ce matin, je pense à ce que Kevin nous a dit quant à cette communication vigilante. Je me demande quelle est la corrélation avec notre campagne de prise de conscience publique et en reconnaissant dans le résultat de sondage que les Canadiens veulent qu'on soit efficace au niveau du coût et responsable. Saisit-on l'occasion et avez-vous une idée de comment on peut s'assurer que l'on réfléchisse à ces conséquences non voulues dont vous avez parlé? Je repense à l'analyse. Est-ce que l'on s'assure qu'on soit inclusif par rapport aux groupes minoritaires ici, la population autochtone au Canada? Est-ce que cela reflète bien les aspects socio-économiques? À quoi ressemble notre prise de conscience du public et comment est-ce qu'on est vigilant dans les communications pour s'assurer qu'il y a de bons résultats? Je crois que vous avez déjà fait le premier pas dans votre façon d'approcher la question en ayant un groupe de pilotage et en mettant sur pied votre panel. Je suggérerais que si vous allez développer une campagne de prise de conscience au niveau national, vous pourrez la concevoir de façon similaire et que vous allez concevoir les documents et vous assurer que ce soit facilement traduisible dans vos langues nationales et peut-être les langues des communautés autochtones. Je crois que l'un des messages qui ressort de la recherche, c'est que simple, c'est important. Mais parfois, pour que les choses soient simples, cela demande beaucoup de travail et beaucoup de consultation. Cela demande également beaucoup de collaboration entre des gens qui, naturellement, ne s'entendent pas forcément. L'un des problèmes en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont joints à l'exercice et qui essayent tous de faire la même chose, alors que s'ils avaient essayé de travailler ensemble, ça serait moins coûteux et avec un bien meilleur résultat. On arriverait à quelque chose de bien plus important. Nous n'avons pas eu ce genre de consensus et je crois que c'est dommage. Donc,
travailler ensemble, faites court, faites simple, mais permettez à ce que les choses se développent de façon plus naturelle dans la communauté. Voyez comment les gens développent la chose eux-mêmes, et ça baisse le coût également. On a beaucoup parlé des aidants familiaux, mais on voit la structure de la société qui change dans les pays développés, y compris le Canada, avec davantage de gens seuls, non mariés, sans enfants. Et je me demandais simplement comment on perçoit les soins pour les gens dans cette situation, dans la structure actuelle. Oui, lorsque je parlais de la famille, je ne veux pas nécessairement dire les 2,2 enfants. Je parle des gens qui sont proches de vous, mais il y a toutes sortes de formes diverses de cercles familiaux. Vous avez tout à fait raison. Malgré tout, l'augmentation, surtout des personnes âgées qui vivent plus tard avec 100 familles, 100 membres de la famille et qui souffrent des décès répétés de leurs amis proches, c'est une situation très difficile. Et Jim a dit ce matin qu'il faut élargir notre idée de ce qu'est une famille. Moi, je suis tout particulièrement préoccupé de ce qui se passe pour les personnes âgées qui vivent seules quant à leurs soins personnels. Et souvent, on ne parle pas assez des besoins physiques, corporels qu'ont les gens lorsqu'ils sont malades. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça sort peut-être un peu de mon sujet, mais si vous voulez être pleinement informé en tant que soignant et personne qui s'informe, il faut connaître ces choses-là. Merci, très bonne présentation. Je veux revenir à cette question de la mort, car d'un côté, je ne crois pas que ce soit une expérience universelle et que différents groupes culturels vivent la mort différemment. Il y a une compréhension différente de la mort. Et je comprends que ce n'est pas votre spécialité. J'ai de l'expérience dans ce domaine, mais il y a beaucoup de recherches sur l'anthropologie de la mort et l'acte de mourir qui décrit la nature même de cette expérience qui est très différente selon les cercles. Et ça peut être intégré dans une campagne de communication autour des soins palliatifs, ce qui m'amène, bon, c'est en partie une question, en partie une affirmation, peut-on vraiment séparer la mort de l'échange à propos des soins palliatifs? Dans votre présentation, vous soulevez les campagnes de soins palliatifs bâties autour d'autres campagnes de santé, et j'ai commencé à me demander si on devrait bâtir des campagnes de soins palliatifs autour de leurs conséquences par rapport à la mort. Ce sont deux événements sociaux, la mort et la naissance. Nous comprenons dans notre société la naissance comme étant un phénomène culturel et en ce sens, et un signe et on affecte des ressources substantielles, probablement pas assez, mais nous ne voyons pas la mort de la même façon. Donc, je me demande, au niveau des communications, si jamais on pourrait recevoir les ressources pour appuyer le processus et l'événement social de la mort et de l'acte de mourir, comme nous le faisons pour la naissance. Et c'est une question que je vous pose axée sur votre expérience. Est-ce que nous pourrons nous rendre à un point où nous pourrons utiliser des stratégies de communication avec succès pour amorcer un processus d'un changement de la compréhension culturelle de la mort en développant de meilleurs programmes palliatifs? C'est certainement l'hypothèse sous-jacente à la campagne Dying Matters en Angleterre. Et je dois admettre que je n'avais jamais été en faveur de ce titre de campagne, en partie parce que je crois qu'il nous faut un nouveau modèle de soins palliatifs qui mettra l'accent non seulement sur l'étape où on meurt, mais aux étapes intérieures aussi. Et j'ai trouvé que cela mettait l'accent sur l'étape de l'acte de mourir. Et je crois qu'on pourrait utiliser ce genre de marketing pour
permettre aux gens de devenir plus à l'aise avec les discours sur la mort et ça faisait partie du projet sur Death in America, le projet La mort en Amérique. Et c'est une chose que vous pourriez regarder aussi, mais je crois fermement que si nous voulons communiquer à un plus grand groupe de personnes et développer, élaborer un modèle de soins palliatifs qui sera approprié pour le 21e siècle, il faut que ce soit plus large que simplement un discours sur la mort. La mort sera toujours là, en coulisses. Si nous n'avions pas la mort, il n'y aurait pas de sens à nos vies, donc c'est toujours là. Mais je ne crois pas que les gens veulent nécessairement que ce soit en pleine face. Et puis, ça pourrait les dissuader de chercher l'aide dont ils ont besoin. Ça, c'est ma préoccupation. Une autre question, rapidement? Bien, ma préoccupation serait que les soins palliatifs, est-ce que c'est le domaine le plus fort permettant de parler de la mort? Et nous avons... la phobie, c'est plus axé sur l'acte de mourir. Donc, ma préoccupation en changeant le discours et l'étiquetage excessivement, c'est que nous manquerons les éléments qui lient le tout. Il est nécessaire, je crois, d'avoir ces conversations difficiles. Absolument, il faut avoir ces conversations difficiles lorsque les gens entrent dans les soins palliatifs. Et donc, il faut être à l'aise pour le faire. Mais pour ce qui est du public, je crois qu'une plateforme plus large serait importante. Bien sûr qu'on a besoin des deux. C'est l'équilibre qui est important, je crois. Et c'est tout le temps dont nous disposons, Fred. Merci à vous. Merci beaucoup, Don. Donc, mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions ici dans la salle, ou encore une fois, si vous regardez par biais de la diffusion web, faites-nous savoir si vous avez une question et nous nous ferons un plaisir de poser celle-là en votre nom. Je m'appelle Sian Robbins, je suis avec Accréditation Canada. Madame Seymour, ma question porte sur la définition de vendre. Vous dites que nous devrions éviter de vendre. Et je pose cette question simplement parce que mes antécédents sont d'un point de vue de la vente et de la recherche. En tant que chercheur, j'ai travaillé dans des milieux universitaires et non universitaires. En tant que personne dans la vente, ma formation est axée sur les principes d'effectuer une évaluation des besoins pour comprendre le client ou bien les besoins du client ou de la population pour répondre à leurs besoins afin de pouvoir individualiser une solution et d'éduquer aussi afin de pouvoir démontrer la valeur de la solution. Étant donné ces faits, et dans le contexte de ce que nous discutons, développer, de sensibiliser, est-ce que vous pouvez expliquer davantage ce que vous voulez dire par ne pas vendre? Vous devez me pardonner, là, je crois, parce que je pense que la présentation des diapos et le besoin de condenser veut dire que parfois les choses peuvent induire en erreur. Je crois que ce que je voulais dire, c'est que en essayant d'éduquer concernant les soins palliatifs, il faut être neutre et bien équilibré plutôt que d'essayer de vendre une solution particulière ou une position donnée. Donc, je suis tout à fait en faveur du marketing social, ce qui est vendre, bien sûr, mais je ne suis pas en faveur de vendre une solution étroite. Je crois que c'est ça que je voulais dire. Mais merci pour cette question. Donc, on a besoin de l'évaluation des besoins pour comprendre les besoins et les préoccupations de la population. Oui, tout cela est très important. Et sur une des diapos, en fait, j'ai mis les facteurs pour les campagnes qui réussiront à cibler le public, la planification, bien arranger ces messages. Ça, c'est la vente, je crois, de votre point de vue. Merci. Sharon Baxter, s'il vous plaît. Bonjour. Donc, CHPCA a fait de nombreuses études sur la douleur. Donc, la planification avancée des soins est faite par nous. Et nous avons une campagne de sensibilisation nationale au printemps et à l'automne. Et nous venons de terminer une campagne d'un mois d'action. Et notre problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'argent pour faire cela. Donc, nous cherchons les 6 000 mêmes personnes au lieu des 34 millions de Canadiens. Donc, c'est un des problèmes. Mais ce que nous avons fait l'année dernière, c'est que nous avons fait de la campagne, une campagne axée sur l'approche palliative aux soins, en parlant aux Canadiens de ce que c'est. Et nous savons
et vous êtes de l'Angleterre, donc je ne sais pas si vous êtes au courant de notre problématique, mais nous savons que les Canadiens sont très confus concernant les ordonnances de ne pas ressusciter, les approches vis-à-vis des soins palliatifs. Tout cela est mélangé à l'esprit des gens. Donc je voulais juste dire que je suis d'accord avec la plupart de ce que vous dites. Il faut vraiment nous y prendre et il faut le faire rapidement. Et ce n'est pas une question de soins spécialisés, de soins palliatifs et de vendre. Il s'agit de parler aux Canadiens de leurs droits et de ce qu'ils ont devant eux. Et il est logique que nous fassions cela, mais notre problème a été, sans avoir le désir et la volonté, c'est pas le désir et la volonté, c'est être limité par notre portée. Mais nous avons des modèles dans ce pays. Je voulais juste que nous y portions attention. Absolument. Et je crois que oui, vous devez utiliser ce que vous avez, mais collaborez et faites un examen de la portée et vous verrez s'il y a de ces documents qui pourront être réutilisés et regardez au niveau international aussi. La coalition de la fin de vie de qualité, c'est un de nos partenaires. Il y a 38 groupes nationaux. Il y en a plusieurs représentés ici aujourd'hui, CIPAC, Pallium et puis CBH et d'autres. Donc, je crois que ce que nous avons, c'est une excellente coalition de 38 organismes. CNA, CMA, si je vous ai oublié, vous êtes là-dedans. Ils sont tous des membres, mais pour coordonner nos efforts et le faire ensemble. Et nous avons entrepris bien des médias sociaux, mais nous pourrions faire bien mieux si nous faisions plus de planification et si nous avions plus de ressources pour le faire. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. C'est juste une chose que je voulais présenter. Absolument, vous êtes sur la bonne voie. Je crois que ce que vous avez fait est très impressionnant et merci pour vos commentaires.